moi, je reçois de plus en plus de briefs où on me demande, par exemple, on va me commander une illustration pour, je sais pas, un t-shirt ou un produit, mais on va aussi me demander de produire du contenu, de me filmer en train de dessiner, peut-être de parler de l'image que j'ai faite, parce que tout ça, c'est un peu une histoire que les marques peuvent aussi utiliser de leur côté pour leurs réseaux sociaux, pour leur site et tout. Et ça, par contre, je fais payer parce que c'est du travail en plus. Déjà, tu commandes pas juste l'image en tant que telle, tu commandes aussi une prestation tu dois t'enregistrer, tu dois te filmer, c'est du temps, tu vas passer plus de temps sur la création. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Illustration de podcast. Moi c'est Elodie et aujourd'hui j'ai l'immense honneur d'accueillir à mon micro Clémence Gouy, une illustratrice que j'admire depuis longtemps pour son travail et sa démarche engagée. Je connais le travail de Clémence depuis un peu plus de 10 ans, il me semble, je crois qu'on est arrivé sur Instagram à peu près en même temps. Et même si son style et l'ambiance que dégagent ses illustrations ont toujours été cohérentes, au fil du temps, j'ai pu observer son évolution naturelle, ses explorations, que ce soit dans l'animation, la réalité augmentée ou encore ses fresques murales. Clémence multiplie les supports et continue de nous surprendre de projet en projet, et ce qui rend son parcours si fascinant. Ce qui démarque Clémence dans le paysage de l'illustration, je trouve, c'est son univers très graphique et un sens de la composition très pointu, mêlant police, esthétique pop et aussi sa capacité à créer des visuels percutants dans lesquels la femme est toujours représentée forte et combattante. Personnellement, même si mon univers est très éloigné de celui de Clémence, je suis fan de son travail depuis toujours et j'admire vraiment sa vision de directrice artistique qui lui permet de gérer un projet de bout en bout avec autant de cohérence et d'impact. Je suis également assez admiratrice de son engagement social et j'avais envie de lui poser des questions par rapport à tout ça. Ok, je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir l'interview. Bonjour Clémence, comment vas-tu ? Salut Elodie, merci de m'inviter, c'est chouette. Alors, pour être honnête avec les auditeurs et les auditrices, c'est la deuxième fois qu'on enregistre cet épisode, puisque ça a planté la première fois, à mon grand désespoir et au tien aussi, je pense, parce que, voilà, 2 heures de perdu, mais bon, t'as accepté de enregistrer, donc merci infiniment pour ton temps. Pas tous les jours que tu as l'occasion de refaire une interview, donc tous les petits bloopers de la dernière fois, c'est bon, on les a pu, du coup, ça fera une deuxième prise peut-être un peu plus propre, je sais pas. Peut-être, en espérant que ça soit aussi spontané en tout cas. Alors pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, nous expliquer un petit peu ce que tu fais, pour qui tu travailles, et cetera? Ça marche. Moi, c'est Clémence Gouy, j'ai 28 ans et je suis illustratrice, graphiste, directrice artistique en freelance depuis 6 ans maintenant. Ouais. Et je fais pas mal de choses, que ce soit de l'identité visuelle pour des marques, donc logo, couleurs, branding et tout, ou de l'illustration, pareil pour des médias, pour des marques, pour des assos aussi pas mal. Et voilà, avec peut-être un accent sur la couleur et sur les enjeux sociaux, les enjeux féministes dans mon travail. Ouais, de l'extérieur, moi, c'est vraiment comme ça que je te perçois, en fait. Tu sais, dans ma communauté, on parle beaucoup de niche, que c'est important de choisir une niche, ou un minimum, tu vois, vers, pourquoi tu as envie d'être connu ou, Ouais. pour qui tu as envie de travailler, en tout cas. Et toi, c'est vrai que je te cite souvent parce que pour moi, tu as vraiment la niche féministe, quoi. Après, j'imagine que pour toi, c'est plus compliqué que ça et que voilà, mais tu sais, comme on aime bien mettre les gens dans des cases, Ouais, c'est on en vrai que avait déjà parlé, tu le vois toujours plus facilement chez les autres que chez toi-même, je pense. Moi, j'ai l'impression des fois que c'est pas très cohérent, que je m'éparpille un peu partout, que ce soit entre les disciplines, même entre les styles, des fois, que moi, j'ai l'impression que c'est pas toujours très cohérent. Mais ça m'arrive tout le temps de me dire par rapport à des copines illustratrices, ouais, c'est hyper évident, elle, ce qu'elle fait. J'imagine que du coup, dans l'autre sens, c'est aussi souvent le cas. On n'a pas forcément le recul sur son propre travail. ouais, ça c'est sûr et je peux te confirmer que c'est hyper cohérent. En tout cas, moi, je te suis quand même depuis un moment. Ça J'ai fait vu plaisir. l'évolution du style, tu vois? Mais par contre, pour moi, c'est toujours aussi cohérent. Enfin, c'est une évolution naturelle et on te reconnaît vraiment, en tout cas dans l'illustration puisque, tu fais pas que de l'illustration justement, tu te définis comme graphiste et directrice artistique aussi. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous parler de ça, en fait? Qu'est-ce que de ton service, en fait? En quoi ça consiste pour les clients? Ouais, alors la direction artistique, il y a un peu
plusieurs écoles pour la définir. Moi, je la définis comme pas en mode t'es le directeur d'une équipe, tu peux, mais c'est plus dans le sens où tu vas donner la direction à suivre d'un projet. Donc la direction artistique, ça peut être, tu peux être directeur artistique d'un label musical, directeur artistique d'une compagnie ou une salle de théâtre. Et moi, du coup, c'est plutôt direction artistique dans la communication visuelle. Donc ça va être ça peut être de l'illustration, mais ça peut être aussi, si je travaille pour une marque et que je fais son identité visuelle, son logo, je vais aussi donner des pistes sur la direction photo, l'imagerie à avoir, peut-être le ton à employer. Et donc voilà, pour moi, je vois ça un peu la création un peu plus globale qui peut englober plein de territoires, que ce soit la typo, la photo, le branding, la communication en général. Je sais pas si c'est clair. Non, c'est très clair, mais du coup, dans ces projets-là, est-ce que tu peux à chaque fois, intégrer de l'illustration ou alors parfois on vient te voir pour, la DA et le graphisme et d'autres fois on vient te voir que pour l'illustration? Ça dépend vraiment. Ça arrive que, j'ai l'impression, on en avait parlé un peu, mais j'ai l'impression que les gens captent pas forcément que je fais les 2. Il y a plein de gens qui viennent me voir parce qu'ils me connaissent par le graphisme et ils savent pas forcément que je fais de l'illustration, ou des gens qui viennent me voir par l'illustration et ils savent pas forcément que je fais du graphisme. Et ça arrive qu'on intègre les 2. Donc soit par l'un, soit par l'autre, ça me paraît opportun de rajouter l'autre discipline. C'est arrivé par exemple dans le cas d'une maison d'édition avec qui j'avais déjà travaillé pour l'illustration d'un livre et qui cherchait à faire de la DA d'une nouvelle collection. Donc DA, direction artistique du coup. Et donc là, du coup, on est parti du côté illustré et on a développé sur toute une grille de mise en page, un ton à avoir, d'un système de couleurs. Donc ça, c'était intéressant. Mais je dirais que c'est pas automatiquement le cas. Par exemple, si on vient me voir pour le côté direction artistique, identité visuelle, s'il y a de l'illustration à faire, je vais pas automatiquement la faire parce que en illustration, j'ai un style assez défini. Et c'est pas forcément ce qui va être tout le temps le plus adapté sur le type de projet ou le type de client pour lequel je travaille. Et autant je pense que ça pourrait être une piste d'essayer de caser mon style illustré dans tous les projets de direction artistique. Autant moi j'aime bien quand c'est la direction artistique, j'aime bien garder cette liberté de me dire ok, je pense que pour cet axe créatif, ça va plus faire sens de je sais pas, faire du collage, ou ça va plus faire sens d'avoir des illustrations au crayon. Et quand c'est ça, du coup, je vais plutôt aller chercher des illustrateurs dont c'est le style. Donc voilà, j'ai un peu cette double casquette et des fois, j'ai mets les deux en même temps et des fois non. Ah ouais, tu as vraiment la double casquette, je me rendais pas compte que c'était à ce point-là. C'est même, limite, tu es un peu schizophrène parce que du coup, tu es illustratrice, mais Ouais, parfois il faut que tu ailles aller chercher d'autres illustrateurs et te dire: «Bah ouais, non, moi, j'ai conscience que ça ne correspond pas à ce projet-là, donc je vais chercher d'autres, illustrateurs». Mais c'est hyper intéressant parce que quand on aime l'illustration, du coup, on aime aussi l'illustration, chez les autres, enfin, d'autres ouais. styles et cetera, donc c'est hyper intéressant d'avoir, Ouais, je peux comprendre pourquoi certaines personnes auraient envie d'essayer de faire tout le temps l'illustration. Moi, je trouve ça chouette justement d'aller intégrer d'autres styles et c'est aussi des fois un peu une excuse pour travailler avec les copains sur des projets où ça s'y prête bien. Après, je dis ça, mais c'est pas non plus super souvent que j'ai l'occasion d'aller chercher comme ça des styles complètement différents. Il faut que ça s'y prête. Et quand ça s'y prête, je trouve ça cool justement parce que ça permet de faire des choses un peu différentes. trop bien. Non, mais c'est hyper intéressant. C'est, une autre façon de voir aussi, le milieu de l'illustration. Hem, Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, les gens qui te contactent pour le graphisme et la DA, c'est, des gens qui te trouvent via les réseaux sociaux et via ta présence en ligne, ou c'est plus des réseaux, enfin, du réseau que tu t'es constitué au fil Mmh. du temps et que l'illustration, ça arriverait peut-être plus par C'est une les bonne réseaux question. justement? L'illustration, c'est clairement par les réseaux, ma source de projet principale. La DA, ça dépend un peu. C'est par les réseaux aussi, mais ça sera moins Instagram. Par exemple, via Behance, j'ai eu plus de projets d'identité visuelle et de DA parce que c'est plus ce que je partage là-bas. Par LinkedIn aussi, j'en ai eu quelques-uns. Et sinon, pour graphiste DA, c'est plutôt réseaux pas sociaux. Enfin, si, ça peut être un réseau social, mais pas réseau en ligne, on dira. Ça va être plutôt réseau parce que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, parce que j'ai déjà travaillé avec comment ça s'appelle, copywriter qui fait un concepteur-rédacteur qui a bossé sur une campagne et qui va venir me chercher pour un truc, ou alors parce que j'ai déjà bossé avec
une autre graphiste qui a besoin d'un coup de main sur un projet. Ça va plus être réseau en direct. Je sais pas s'il y a un équivalent pour dire réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, ça fait très, Bah, ça c'est fait du très réseau, quoi. Enfin, on dit souvent, chronically online. ouais, Mais, le réseau, quoi, de manière générale. On dit souvent, il faut avoir du réseau pour, voilà, des contacts, etc. ouais, bon, je dirais plutôt Ouais. que c'est des connaissances pour la DA en tout cas. Ouais. Ouais, mais je vois beaucoup ça. Enfin, moi, j'ai des connaissances qui sont plutôt graphistes, etc., qui peuvent être DA aussi. Et en fait, tu sais, de bosser dans des coworking aussi, Mm. bah, parfois, ils ont un projet et puis, ah bah moi, je vais pas le faire celui-là, mais tiens, si tu veux, je te le donne, quoi. Moi, j'ai Ouais, un copain comme ça, il s'est mis à travailler pour Dior parce que, je sais pas, il y a quelqu'un qui trop voulait pas cool. de ce projet-là, donc bah Tu vas-y, pouvais tiens, pas, ouais. bah cool. Et Ouais. maintenant, c'est devenu un, alors c'est plus pour de la mise en page, tu vois, c'est du graphisme et tout. Mais bah, c'est devenu un client régulier, quoi. Donc comme quoi, c'est intéressant aussi. Bah, peut-être parce qu'en illustration, c'est un peu plus difficile de référer des projets quand on vient te chercher pour un style en particulier. Ouais, c'est vrai. Après, moi, j'essaie de le faire quand même. J'essaie de refiler des projets à des personnes qui pourraient, selon moi, correspondre quand je peux pas apprendre quelque chose. Mais disons que peut-être en graphisme, c'est un peu plus interchangeable. On peut avoir une C'est patte quand vrai. même, mais la mise en page, ça reste de la mise en page. Ouais, puis le graphisme normalement, enfin les graphismes sont censés s'adapter un petit peu aux envies du client, quoi. Ouais. Même si tu as toujours effectivement une petite patte, et généralement les gens vont te chercher quand même pour ça, mais enfin voilà. C'est vrai que c'est l'illustration quand tu fais un style, tu as un style et puis c'est difficile de t'adapter Mm, à mm. tous les clients et cetera, c'est sûr, et à tous les projets. Alors les gens ne le savent pas, mais on a fait la même école à quelque chose près, parce que moi, j'ai fait le CV, donc l'école de communication visuelle à Bordeaux, et toi, tu as fait l'école de communication visuelle à Nantes. Ouais, c'est ça. Donc on n'était pas dans la même section parce que moi, j'étais section nouvelles images, donc c'était plus dessin animé et tout. Et toi, tu étais plus dans la section, bah, du coup, graphisme, mise en Ouais. page et cetera. Est-ce que tu dirais que qu'est-ce que ça t'a apporté de faire cette école, et qu'est-ce que ça t'apporte encore aujourd'hui dans ton boulot, au quotidien? Alors, je vais parler plus métier créatif en général parce qu'au niveau illustration, je me suis un peu plus formée toute seule vu que c'était pas une école d'illustration. Ça m'a apporté un cadre et une façon de présenter peut-être mes idées d'une façon qui soit intelligible et facilement compréhensible. C'était une école, enfin je sais pas si tu as eu cette expérience aussi, mais c'était le CV. C'est une école qui était très axée sur le concept. Alors je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais qui nous poussait plus à la réflexion qu'à la réalisation. Alors du coup c'est intéressant parce que ça veut dire qu'à la sortie t'es pas forcément le meilleur technicien et il faut peut-être un peu pousser La technique, ouais, certaines t'améliorer en techniques, technique, soit ouais. par soi-même, soit après dans tes stages, soit dans tes premiers jobs. Mais je trouvais ça quand même intéressant d'avoir ouais le côté concept, brainstormer, aller chercher des idées peut-être un peu plus créatives et avoir une vision peut-être globale de la communication. Donc ça c'était intéressant à ce sujet-là. Ça m'a aussi amené à un peu toucher à tout parce qu'il y avait un peu de web, un peu d'édition. Voilà, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, on sort pas spécialiste et on sort pas hyper bon en technique, mais ça donne un peu des clés d'entrée dans plein de domaines différents si on veut se spécialiser. D'ailleurs, dans mes amis de promo, on fait un peu tous des trucs différents aujourd'hui. Il y en a qui sont spécialisés en vidéo, d'autres en web, d'autres plutôt en packaging et d'autres en illustration. Et qu'est-ce que ça m'a apporté? Mine de rien, moi j'avais une promo assez soudée. Je sais que c'est pas forcément toujours le cas en école d'art, mais j'ai encore de très proches amis encore aujourd'hui avec qui ça m'arrive de travailler sur des projets de temps en temps. Donc mine de rien, ouais, ça apporte un réseau intéressant. Ouais, mais c'est vrai que j'avais pas, conscientisé le truc comme ça, mais c'est vrai que, quand on dessine, quand on est petit, on veut faire des beaux dessins, et je pense que, de manière générale, quand on se lance dans l'illustration, puisqu'on c'est le sujet que je connais le mieux, on veut faire du beau, mais c'est vrai que les écoles, en général, nous apprennent à conscientiser, à réfléchir plus profondément, à trouver un concept et cetera. Enfin voilà, et c'est vrai que la technique, moi, et ça c'est quelque chose que je dis tout le temps, ça s'apprend toute la vie. Par contre, la façon de Mm. réfléchir, ça c'est vrai qu'on peut avoir des clés, c'est des clés en fait qu'on nous a données qui peuvent après nous servir toute la vie, quoi. Et Donc ça peut-être c'est aussi vraiment argumenter pourquoi, enfin, on fait un métier très visuel et je trouve que ça peut être un peu compliqué quand en face le client te répond juste j'aime pas le vert, j'aime pas le rose.
Est-ce qu'on peut faire le logo plus gros ou la tête de ce personnage plus gros? Je trouve que c'est un bon exercice d'essayer d'argumenter et de toujours se demander, OK, pourquoi je fais ça? Parce que, parce que ça sert le propos, parce que ça met en avant plus cette ambiance-là, ou alors visuellement, ça permet de guider l'œil du lecteur vers cette information. Et du coup, ça entraîne à argumenter et à dire au client, bah, OK, pourquoi j'ai fait ça? C'est pas juste parce que c'est beau ou pour des considérations esthétiques, c'est qu'en fait, il y a un but derrière tout ça, il y a un but derrière tous les choix. Mais cela dit, je trouve que ça peut être aussi un peu pervers dans l'autre sens parce que je sais pas si toi t'as ça, mais du coup j'ai du mal à dessiner juste pour dessiner. C'est-à-dire que si je fais un dessin, quasiment tout devra Avoir du répondre sens, à ouais, avoir du sens ou alors avoir un j'essaie objectif. de me soigner, mais du coup c'est un peu plus dur d'avoir du dessin lâché. Par exemple, C'est vrai. faire des croquis dans mon carnet de croquis ou du carnet de voyage, ça c'est vraiment hyper dur comme exercice pour moi. Alors que en soi on pourrait se dire que c'est plus facile parce que tu dessines ce que tu as en face de toi, mais c'est pas forcément naturel. Mais bon, c'est intéressant du coup de voir qu'il y a plein d'approches différentes Bah, alors à moi, ce je suis niveau. pas un bon exemple parce que j'ai vraiment des gros blocages par rapport au dessin, on en faisait beaucoup d'ailleurs à l'école, du dessin genre, dehors, et cetera, dans son carnet et tout et moi je sais pas, j'aime pas. En fait, j'ai besoin d'être chez Ouais. moi au calme, tranquille et tout parce que sinon je souffre quoi, je prends pas de plaisir quoi. Enfin, Mmh. c'est puis le résultat est moins bon forcément, mais bon ça après il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça, mais mais c'est oui, ce truc de, faut toujours qu'il y ait un objectif derrière, qu'il y ait un sens aussi. C'est vrai que j'ai toujours, tendance à maintenant que tu le dis, à toujours essayer que ça soit pas juste un petit dessin mignon, quoi. Enfin, alors que c'est au final, même si c'est un petit dessin mignon, ça peut quand même, avoir du sens. Enfin, tu vois? Mais bon, Oui, ouais, ouais, puis c'est c'est en fait, à l'école, on t'apprend vraiment, oui, il faut que tout ait un sens, la c'est vrai, composition, faut que ce soit réfléchi. ouais. En fait, c'est aussi OK de faire des trucs un peu moins poussés et d'ailleurs, ça peut être un désapprentissage intéressant quand le client, veut juste, enfin, ça arrive des fois que ça soit pas si profond que ça, en fait, enfin, c'est juste une image qui va servir pour un post sur un réseau social et c'est pas non plus, tu réinventes pas la roue, donc c'est OK de faire aussi des choses un peu moins, creusées D'accord. sémantiquement parlant ou conceptuellement parlant. Mais c'est tout un process. Mais non, mais carrément, mais en tout cas, c'est sûr que c'était un bon exercice et je me souviens qu'au tout début, quand on me disait: «Pourquoi tu as choisi cette police? Pourquoi tu as choisi cette?» Mmh. Je sais pas, c'était hyper dur pour moi, enfin bref, mais même aujourd'hui, je pense, c'est pas évident, tu vois, de définir à chaque fois ses choix, mais c'est un bon exercice pour, bah, ouais, pour conscientiser, nos choix artistiques, quoi. Mmh Donc mh. même si, à terme, ça nous sert pas tous les jours, en tout cas, c'était des bonnes clés, encore une fois, cette école. Hem, Est-ce que tu te souviens de comment tu étais quand tu étais petite? Et est-ce que tu as toujours voulu dessiner ou en tout cas être créative déjà? Première question. Je pense que oui. Ma maman est graphiste illustratrice, donc C'est vrai. bon, reproduction sociale, mais du coup, elle nous a pas mal poussés à faire des activités manuelles et tout, c'était super. Et j'ai eu une enfance hyper, créative dans ce sens-là. Je crois pas trop m'être dit: «Je serai illustratrice quand je serai plus grande». Je pense que je m'imaginais plus, j'ai longtemps pensé que je ferais un truc, scientifique. Finalement non, la dernière année de lycée, j'ai bifurqué. Hem, mais je pensais plutôt que je serais, ouais, je pense plus, peut-être dans la pub ou dans la communication ou dans le web. L'illustration s'est développée un peu à côté où je continuais à dessiner, beaucoup et je continuais en fait à dessiner des choses un peu plus figuratives, justement parce qu'on avait une école très axée sur le concept. Ça me permettait d'avoir, une activité créative un peu plus, récréative en un sens et en fait, j'ai commencé à avoir, des petites commandes à droite à gauche pour des faire-part, pour, des bannières de blog. Donc j'ai ouvert un statut de micro-entreprise et voilà et c'est comme ça que ça a commencé. Un projet en amenant un autre, après il y a un magazine qui voit un truc que tu as fait, donc ils vont te commencer commander des choses et puis maintenant, bah, l'illustration est devenue, ouais, je dirais une peut-être 60 de ce que je fais. Ouais, 60 de ma pratique, artistique, puis c'est ce que je partage le plus sur les réseaux aussi, donc ce qu'on voit le plus, je pense. Hem, Ouais, puis c'est ce qui en plus, enfin, tes illustrations, elles sont hyper colorées, donc forcément, on peut pas passer à côté, ça c'est reconnaissable, tu as une patte vraiment reconnaissable, quoi, donc
Et moi, personnellement, je vais parler pour moi, mais c'est vrai que je vais plus être, comment une illustration va plus me marquer, même si j'adore le graphisme, que Mmh. tu vois, une belle mise en page, même si j'adore ça, hein, Ouais. je trouve ça C'est trop un peu beau plus et direct, on va dire. est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton organisation au quotidien, ton organisation, d'artiste, créative et cetera? Si tu as des je sais pas, si tes journées se ressemblent ou pas du tout? Si tu as une organisation particulière? Hem, c'est toujours une question difficile, ça, je trouve. Parce que j'ai l'impression que la réponse par défaut, c'est un peu de dire qu'aucune journée se ressemble. Et c'est vrai en un sens parce que j'ai plein de projets différents, donc en soi, je fais jamais vraiment la même chose. Après, sur le papier, quelqu'un qui ne sait pas ce que je fais, tous les jours, je suis à mon bureau et je suis à mon bureau de 9h30 à 19h le soir et je ne bouge pas. Donc en ce sens-là, c'est un peu redondant. Mais sur le papier, ouais, je fais plein de trucs différents. En même temps, Niveau c'est la organisation. réalité du métier. Enfin, c'est bien aussi de dire, que c'est un métier où on passe beaucoup de temps sur l'ordinateur, tu vois? Pour ceux qui se connaissent pas Ouais, du tout le métier, qui s'imaginent en train de dessiner dans des champs ou tu vois? C'est ben, pas voilà, c'est pas toujours, je dirais que ça dépend vraiment de vers quoi on axe notre pratique. Il y a des aussi, gens qui vont plutôt, enfin, des illustratrices qui ont plutôt une boutique en ligne, donc leur quotidien est assez différent. Elles vont passer du temps à faire des commandes. Peut-être elles vont faire des marchés beaucoup plus souvent. Moi, j'en fais pas beaucoup. Mais ouais, intellectuellement, c'est très différent d'un jour à l'autre, mais physiquement, enfin, moi, je reste, enfin, je suis pas non plus, enfin, je fais du dessin digital essentiellement. Je suis pas non plus artiste dans son atelier qui fait de la peinture et tout, ou alors qui font des fresques murales plusieurs fois par semaine. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas mon cas, mais ça peut être le cas. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas parce que moi, je suis derrière mon ordi toute la journée que c'est forcément le cas. oui, non, non, après, c'est vrai qu'on en avait déjà Ouais. parlé dans le premier enregistrement, moi, je détermine qu'il y a 3 branches Mmh. dans l'illustration, mais vraiment, en fait, il y en a plein des sous-jacents, enfin Ouais. des sous-branches et tout, mais je dirais que les 3 branches principales, ça va être l'illustration commerciale. Donc on va dire que toi, pour dans ta partie illustration, bah, c'est ce que tu sais plutôt ça, tu travailles avec Ouais. des commandes, tu fais du B2B. Donc c'est voilà, c'est ce que je déterminerais comme la première branche. Ensuite, tu as la branche, bah, boutique en ligne, c'est ce qu'on disait, genre, tu as une boutique en ligne, mais tu peux aussi faire des marchés et cetera. Et après, il y a aussi la branche illustration jeunesse, tu vois? Ceux qui font des OK. livres et qui travaillent entièrement avec, des maisons d'édition et qui font que ça. Ou qui peuvent faire des trucs à peut-être vendre des prints à côté, mais leur, fond de commerce, c'est faire de l'illustration jeunesse. Après, tu en Ouais. as qui mélangent tout, tu vois? Qui font un peu d'illustration commerciale, un peu de d'illustration jeunesse, mais je trouve qu'il y a quand même, généralement, il y a des grands profils comme ça. Et du coup, toi, tu as choisi, bon, de faire de l'illustration, commerciale, de travailler avec des marques. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que tu as toujours voulu travailler avec des marques et des entreprises ou c'est juste Hem les projets qui t'intéressaient le plus? Comment Ça ça s'est dépend passé? vraiment. J'ai l'impression que ça va être ça ma réponse par défaut à toutes tes questions. Ça dépend. Insupportable. Alors moi, je fais un peu de tout. Je fais pas d'illustration jeunesse dans le sens où je dessine pas trop pour le domaine des enfants, mais je travaille avec des maisons d'édition quand même occasionnellement. Et j'ai eu un petit peu une boutique en ligne et je fais quelques marchés de temps en temps, mais c'est vraiment pas mon activité principale. Donc pour répondre à ce que tu disais, j'ai un peu un pied dans tout. Mais ce que je fais quand même de façon primordial, ça va être l'illustration commerciale, en tout cas l'illustration de commande. Parce que des fois, quand c'est pour des assos, c'est pas forcément commercial, mais ça reste de commande. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que tu aimes bien le fait de travailler avec des marques ou, Ouais, est-ce que tu aimes bien les projets, le type de projet? Enfin, qu'est-ce qui t'a amené à faire plus ça que mmh, le reste, c'est finalement? intéressant parce que j'ai jamais trop conscientisé ça, mais je crois que la plus grosse raison, c'est parce que je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite beaucoup. Donc en ce sens, la boutique en ligne, c'est super chouette, mais il y a beaucoup de tâches répétitives dedans. On en a parlé la dernière fois, mais préparer les commandes, les envois et tout, il y en a qui adorent ça et qui sont super, en faisant des petites personnalisations sur les enveloppes et tout, c'est trop chouette. Moi, malheureusement, ce n'est pas du tout, ce qui me fait vibrer, dans le sens où je m'ennuie très, très vite. Et peut-être qu'en ce sens-là, édition jeunesse ou édition en général, c'est pas ce que je fais le plus parce que c'est souvent des projets qui sont très longs. Tu peux bosser sur un livre Ouais. pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Et pareil, moi, j'ai besoin de passer à autre chose et de faire autre chose
au bout d'un moment. Et donc, je pense que ça m'a un peu naturellement amené vers du travail de commande où, OK, pendant un mois, on va bosser sur ça. Et après, ça sera un domaine complètement différent. Peut-être que là, au mois de septembre, ce sera une marque de sport. Mois d'octobre, ça va être une asso féministe. Encore après, ça va être un livre. Donc là, ça va être de l'édition, mais c'est pas toute l'année non plus. Et par rapport à la boutique en ligne, parce que tu l'avais dit, tu as déjà essayé et en fait, ce qui te plaît pas, donc c'est le fait des tâches répétitives. Mais tu as jamais pensé, par exemple, à faire appel à une ent il y a des entreprises qui sont, Mmh. qui peuvent, prendre en charge, tout ce qui est expédition et cetera. Je me souviens plus du nom, mais je sais qu'à l'époque, je m'étais renseignée et par exemple, je crois que c'est Agathe Sorley qui, Ouais, travaille, parce elle fait du volume, tu vois? ouais. Et je crois qu'elle travaille avec une équipe comme ça qui s'occupe Ah, de OK. gérer, tous ces envois. Si je veux pas dire de bêtises, si c'était il y a quelques années, j'avais appelé l'entreprise qui m'avait dit ça. Donc OK. Du coup, moi, j'ai des prints quand même. On peut acheter des prints à moi en ligne sur une plateforme qui s'appelle Imprint, qui fait en fait du print on demand. Donc en fait, ils impriment pour moi, ils envoient pour moi. C'est de la Giclée. Alors il y a plein de plateformes qui font ça. Je sais qu'il y a Redbubble, il doit y avoir Society6. Society Six, ouais. Moi, ce qui était intéressant avec Imprint, c'est qu'ils font des tirages fine art, donc des Mmh. tirages qui vont pouvoir avoir des couleurs beaucoup plus flashy. Et vu que moi, j'utilise beaucoup de rose fluo, des trucs qui sont pas du tout imprimables en impression quadrique classique. Ça m'intéressait d'aller avec eux plutôt que plein d'autres maisons de print on demand. Et parce que du coup, ouais, c'est super qualité et des super couleurs. Je crois qu'il y en a quelques-unes qui font ça en France aussi. Je pense à Lama Factory qui fait Oui, je ça pensais à aussi. ça aussi. Et, Ouais. c'est super, mais moi, quand je les avais contactés, ça fonctionnait un peu plus comme du dropshipping. Alors, pas dropshipping au sens péjoratif du terme, mais plus en mode, quelqu'un passe commande sur ta boutique et toi, après, tu dois manuellement le repasser auprès d'eux. Mmh. Euh, et donc, ils envoient et ils impriment pour toi. Mais du coup, moi, j'avais des considérations très pragmatiques de chiffre d'affaires. En fait, quand tu es en micro-entreprise ou en tout cas en artiste-auteur, en entreprise individuelle, souvent, tu déduis pas tes frais. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup plus avantageux pour moi, en tout cas sur ce modèle-là de délégué, d'avoir quelqu'un qui a sa plateforme. Les gens achètent sur leur plateforme et eux, ils me reversent ma partie. Comme ça, je déclare et je paye des cotisations sur ma part. Et eux, ils gèrent comme ils veulent l'envoi et tout. Plutôt que d'avoir, en gros, d'encaisser tout le chiffre d'affaires, payer des cotisations sur tout le chiffre d'affaires encaissé via des commandes vers ma boutique. Et après, en fait, quand il y a peut-être 70% du chiffre d'affaires qui repart chez l'imprimeur et chez l'entreprise qui Mmh. envoie. Je sais pas si ça fait sens. Je m'écoute parler et en fait, j'ai l'impression que c'est complètement. Non, mais en fait, oui, en fait, tu préfères, recevoir en gros, le bénéfice des Mm. ventes, directement, comme ça, voilà, plutôt que, d'avoir tous les frais, à ta charge, C'est parce que ça, c'est vrai parce qu'en qu'une fait, boutique en ligne, il y a beaucoup de frais. ouais, et puis tu peux pas déduire les frais d'envoi et en tout cas, Ouais, ça dépend de ton statut, enfin, mais ouais, ça dépend de ton statut, mais en tout cas, quand tu ouvres classiquement, quand tu débutes, tu as en général soit un statut artiste-auteur, soit une micro-entreprise un mmh, peu classique où t'es pas en frais réels en tout cas. oui. Et on va rentrer dans des considérations très ennuyeuses d'impôts et d'URSSAF. Mais je dis ça parce que d'ailleurs, on a plein qui le savent pas, C'est vrai. des jeunes illustrateurs qui vont juste déclarer ce qu'ils gagnent, enfin, ils vont déclarer juste leurs bénéfices, alors que tu as pas le droit de faire ça, en fait, au début, sauf si tu es en frais réels, tu dois tout déclarer ce que tu reçois sur ton compte en banque. Et c'est-à-dire, si la personne t'a payé 10 € incluant les frais de port, tu dois quand même déclarer 10 €. Tu déclares pas 10 € moins tes 4 ou 5 € de frais de port. Donc bref, c'était plein de mini calculs comme ça où c'était plus avantageux pour moi d'avoir juste ma commission sur les ventes des prints avec mes images plutôt que manuellement, parce que c'est aussi un peu de temps, manuellement replacer les commandes avec un autre entreprise. Peut-être qu'ils ont évolué là-dessus parce que je me rappelle qu'à l'époque on en avait parlé et ils avaient dit que peut-être ils mettraient en place un système où en fait ils ont leur plateforme à eux et ils versent des commissions. Lama, on parle toujours de Lama? Ouais. Ou ouais. Oui, je me rappelle avoir une discussion avec eux, mais pareil, ça remonte à peut-être 2 ans, donc je me suis pas repenchée Je sur crois la qu'ils avaient question. contacté beaucoup de monde parce que d'un coup, on les a vus partout. Moi, je sais qu'ils m'avaient contacté aussi, ils voulaient que j'en parle Mmh, et en fait, je sais plus pourquoi, j'ai dit: «Beh, moi, j'ai déjà mon imprimeur donc est-ce ouais. que je peux en parler sans passer par vous?»
mais ils voulaient pas, ils voulaient que je passe par eux, mais je dis: «Bah, du coup, ça m'arrange pas». OK. Mais Ouais. parce que moi, j'ai mon imprimeur à côté de chez moi, tu vois? Je suis à Ouais. Paris, donc c'est plus pratique pour moi d'aller chercher des trucs, c'est C'est clair. plus, enfin, Du coup, toi, enfin, tu envoies tout toi-même ou c'est ton imprimeur qui envoie? moi, c'est moi qui envoie tout moi-même et je mets, vraiment un point d'honneur à ce que ça soit moi qui Mmh. enfin, je dis pas que enfin, à terme, si je faisais plus de volume, j'aimerais bien déléguer, mais laisser ça à une entreprise Ouais. qui Oui. que je connais pas, qui je sais pas comment ils vont emballer enfin, tu vois, c'est une Mmh. entreprise un peu, tu vois, genre Society6 et tout, par exemple. J'ai déjà Ouais. commandé sur Society6 des tapis ou des trucs. La qualité est dégueulasse, enfin, j'ai pas du tout et je me suis dit: «Mais hors de Ouais. question». Moi, c'est encore autre chose parce que là, c'est des produits dérivés. Les affiches, bon, en général, il y a pas trop de surprises, quoi, surtout si c'est Mmh. du fine art. Mais tu sais jamais la qualité, tu sais jamais comment ça va arriver, tu sais jamais si le client, il est bien traité et surtout, tu as Ouais. pas le mail, tu as pas les infos du client. Donc en fait, Ouais. tu peux pas garder contact avec lui et ça, moi, C'est c'est vrai que vraiment toi, un si ça gros t'intéresse de problème. faire une newsletter ou un truc comme ça, Ouais. c'est en Ah fait, ouais, ouais, ouais. c'est comment tu vois ton business. C'est vrai que si tu veux en faire ton activité principale, c'est carrément plus avantageux d'avoir ta propre boutique, en ligne toute seule, Et c'est du boulot, hein, par mais contre. tu Même avec du petit volume, c'est ça. enfin moi, je vends qu'à Noël. Ouais, c'est du boulot. Et beaucoup Ouais, après tu d'anticipation, aussi pour tout avoir tout le matos, les enveloppes, les machins, tous oui, les il faut du sachets stockage aussi, ouais. et du Oui, parce stockage, que, enfin, faut avoir de la place aussi. parce que ce que j'ai pas dit dans tout mon speech aussi, mais c'est que pendant longtemps, moi, en fait, j'habitais à l'étranger et j'ai pas mal Ouais, c'est déménagé vrai. et qu'en fait, je faisais des petits drops, du coup, à Noël comme toi, donc je stockais tout chez mes parents et quand je rentrais à Noël, je faisais un envoi où du coup, bah, comme c'était sur une période restreinte, forcément, j'avais plus de commandes que si, je laissais ma boutique, ouverte tout au long de Toute l'année. l'année, ouais. Mais du coup, c'était effectivement pas possible pour moi d'avoir une boutique en ligne toute l'année parce que pas d'endroit où stocker et surtout, bah, quand j'habitais aux Pays-Bas, la poste néerlandaise, c'était juste très, très cher les envois et c'était une des pires postes, Mmh. heu, que j'ai jamais eu à faire. Les Néerlandais en rigolent d'ailleurs pas mal, mais du coup, bah, voilà, c'était des petites considérations, très logistiques, qui ont fait que j'ai pas du tout, creusé ce truc de boutique en ligne plus que ça. Je comprends. Mais de toute façon, oui, c'est après, c'est, le choix aussi de peut-être d'avoir de enfin, moi, je sais que j'aime bien le fait d'avoir de faire des produits, tu vois? Ouais, Au-delà des juste des affiches et de les reproductions donc ouais. mais bon, c'est pas Bah, moi, hem du coup, j'ai un peu et oui, cette c'est vrai que tu fais des satisfaction de faire produits. ça avec des marques, en fait. Des fois, j'ai fait des collabs, je pense à une collaboration avec Maison Fondée, qui est une, Oui. marque de papeterie locale et pareil, bah, c'était un moyen d'explorer un autre support que juste des prints. Du coup, enfin, Maison Fondée, c'est des carnets, Ouais. hem Il y avait et aussi les puzzles avec, Sulo ouais, et des puzzle avec canevas. Je trouve stylo, ça des trop canevas cool. avec canvas fatal, C'est ouais, c'est ça, génial. du coup, disons que j'ai cette satisfaction de faire des produits que moi j'aurais pas fait forcément moi-même, avec des marques dont c'est la spécialité, qui connaissent et dont c'est l'expertise et là, pour le coup, tu sais que C'est que vrai. ça va être de la qualité. Ouais, puis ça t'évite d'avoir à chercher les fournisseurs et cetera, parce que Ouais. surtout pour ce genre de produit, je sais que dans ma communauté, il y a beaucoup d'illustrateurs et illustratrices qui voudraient faire des puzzles parce que Mmh. c'est un peu enfin le truc du moment quoi, le puzzle en produits Ouais, bah, dérivés mais alors pour trouver un fournisseur, voilà, qui soit, bah, qui rentre dans notre budget, c'est pas évident quoi. Donc ouais. là, c'est vrai que quand tu as la possibilité de faire des collabs comme ça, c'est trop bien quoi. Bah, surtout pour des puzzles, j'ai l'impression qu'il y a tellement de marques qui se sont mises sur le marché ces dernières années. Je pense que c'est le temps que tu passerais à chercher un fournisseur et avancer les frais, en fait, c'est le temps que tu peux passer peut-être à démarcher, C'est ouais. vrai. Après, tous les marques de puzzle, sont pas super bien rémunérées. Enfin, il y en a plein, il y a des collabs que j'ai pas acceptés parce que c'était très, très peu rémunéré. Quand tu te fais proposer du 5 sur les ventes et Mmh. pas d'avance, et qu'elles veulent des illustrations inédites, tu peux pas réutiliser des illustrations que tu as En déjà, plus, ben, ouais. c'est pas super, juste pour les personnes qui font les images qui permettent de vendre ces puzzles. Mais heureusement, c'est pas le cas de tout le monde et du coup, les marques de puzzles avec qui j'ai pu, travailler, c'est superbe. Ça s'est super bien passé. Bon, bah, trop bien, ça existe. OK, je voulais te parler aussi d'un projet que j'ai vu, sur ton compte Instagram. Alors désolée, on en a déjà parlé, comme on enregistre, on fait, un reboot. Je voulais parler de réalité augmentée puisque, Ouais, j'étais tombée sur un post Instagram à toi où tu peignais une fresque, enfin, si tu veux nous expliquer un petit peu et en fait après du coup, cette fresque elle prenait vie, avec une application, je trouvais ça ouais. assez, fou.
Ouais, ça fait un petit moment que j'explore, mais vraiment c'est les balbutiements, de la réalité augmentée. Donc comment rajouter, une dimension, animée à des illustrations autrement statiques et j'avais exploré quelques applications et dernièrement, j'avais commencé à le faire sur Instagram. En fait, sur Instagram, tu peux créer tes filtres toi-même via une plateforme qui s'appelle Sparks AR. Et c'est comme ça que j'avais commencé à créer des filtres où en fait sur une image imprimée, si tu la visais avec ton téléphone depuis le filtre que j'avais créé, ça s'animait parce que ça reconnaissait l'image. Donc je sais pas si ça fait sens. En fait, ça joue une animation sur une image qui est reconnue, ça s'appelle Ouais, du tracking. je mettrai sur YouTube, je mettrai des petites animations pour qu'on se rende Ouais, compte. ça s'appelle du image tracking et ça m'avait intéressé de faire le test sur une fresque pour voir si ça pouvait aussi marcher sur de la peinture et ouais, ça marchait. Alors, je pense que celle que tu as en tête, c'est, une fresque, peut-être avec 2 personnages bleus et plein de traits, un peu psychédéliques, Ouais, rouge et c'est noir. 2 personnes qui sont en face, je crois, si je dis pas de Ouais, bêtises. OK. Ouais. Ouais, bah, du coup, ça, c'était mon tout premier test et donc ça marchait. C'est pas non plus foufou parce que des fois, le filtre sautait un peu, mais au moins la technologie fonctionnait et du coup, ça m'a un peu ouvert, un un champ de possibilités, super. Après, le puzzle dont on parlait avec Sulo, il y a un filtre en réalité augmentée dessus aussi. J'avais fait mes cartes de vœux l'année dernière en réalité augmentée. J'avais fait un Trop t-shirt, cool, il y a un moment où le personnage du t-shirt s'anime en réalité augmentée. génial. Mais malheureusement, Meta vient d'annoncer la super nouvelle que, en 2025, ils fermaient leur plateforme Smart AR, qu'ils arrêtaient de financer et ils ont décidé on ne sait pas pourquoi, supprimer tous les filtres qui sont créés par des personnes autres que eux. Donc, tout l'aspect communautaire, parce que c'était aussi il y avait un côté communauté sympa à créer des filtres et voir les gens pouvaient les utiliser. Ça va disparaître. Donc, si je veux continuer à explorer la réalité augmentée, il va falloir que je cherche soit une autre plateforme, soit je regarde pour développer ma propre appli, comme ont pu le faire certains illustrateurs. Je pense à Maison Wow. Tangible, Aurélien Janet / Maison Tangible sur Instagram, qui fait des grandes fresques super. Et lui, il me semble qu'il a fait développer sa propre appli pour justement pas être esclave des plateformes qui Bah, peuvent il a bien fait. utiliser. Bah ouais, carrément, ouais. Il a eu le Bon, on en pif. parlait, ouais, il se demandait à un moment si ça valait le coup, parce que ça coûte cher forcément de faire développer par un développeur un appli. Là, il est bien content, je pense, Tu d'avoir fait, m'étonnes. développer ça. Et cette application, tu penses qu'elle pourra pas être achetée par quelqu'un d'autre pour, justement reprendre le truc? Parce que c'est C'est une bonne question. Peut-être que, c'est clair qu'il a un créneau là, s'il veut la développer et la commercialiser enfin, après. je parlais de celle de Meta, du coup. Ah oui, je sais pas du tout. Parce que c'est dommage de perdre Ouais. autant une communauté, justement comme ça. Après ce qui était intéressant aussi, c'est que c'était le pont qui était fait entre cette appli et Instagram. Ça veut dire que, Ouais. tu avais pas besoin, toi, en tant que viewer, tu avais pas le droit de tu pas le droit, tu avais pas besoin de télécharger une application tierce pour visualiser. En fait, tu ouvrais tes stories et ça marchait direct et tu pouvais le partager en story et en fait, c'est ça qui était Ouais, c'est intéressant, génial. c'est que, tout le monde pouvait voir ton animation ou l'interaction que tu avais faite directement parce que quasiment tout le monde a Instagram. Là, si tu dois télécharger une application tierce pour pouvoir la visualiser, tu sais, ça met un frein, je trouve et tu as moins de personnes Bah, oui. Ah qui oui, vont c'est avoir sûr. envie, de jouer le jeu, Ah ouais. Ah bah, tu vois, c'est donc bien qu'on bon. en reparle, j'avais pas compris, dans ce sens-là, en fait. En gros, tu mettais juste, enfin, par exemple, tu filmais ton mur Mmh. en stories et directement te tu enfin, Alors non, tu passais par le truc avant. il fallait accéder au filtre d'abord, donc ça tu Ouais. pouvais, comme tous les filtres, soit tu y accèdes via des mots-clés, tu pouvais le chercher, soit tu pouvais y accéder via le profil du créateur, soit tu pouvais y accéder par un lien. Donc c'était pratique parce que du coup, tu pouvais mettre un lien avec un QR code sur Ah oui, ton print, sur le sur ton mur, ouais. puzzle, à côté de ton mur et donc les gens flashaient ce QR code, ça ouvrait Instagram avec ce filtre directement en story et OK. du coup, ils pouvaient viser avec directement l'appareil photo en story, Ah ouais. le truc et après s'ils avaient envie, c'était le double intérêt du truc, c'est qu'ils pouvaient les De partager dans leur partager. story. Donc Ah ça ouais! il y avait un aspect aussi, communication qui était intéressant, Ah oui! Je comprends mieux, du coup, parce que non seulement c'est intéressant parce que c'est un nouveau support, mais en plus, pour le voir, il faut le faire en story, donc en fait, après, ils ont plus qu'à le partager et ça te permet de faire diffuser ton truc. Ah ouais, donc là, c'est vraiment je comprends mieux la perte, enfin, d'intérêt, du coup, de plus avoir, ouais. cette appli. Bon.
Dommage, Meta. On vous remercie Ouais. pas, encore une fois. Ils préfèrent mettre leurs sous dans le développement de l'intelligence artificielle plutôt que Ah ouais, garder les aspects communautaires qui étaient intéressants. bon. On a déjà parlé du fait que, donc tu aimais bien travailler avec des marques parce que, bah, tu aimais bien le fait que ça soit diversifié en termes de projets. Ouais. Mais, comment tu gères le fait que parfois ton nom soit associé à d'autres marques? Le fait Mmh. que tu dois faire de la «pub» entre guillemets sur les réseaux, alors que c'est pas bah, les réseaux sociaux, c'est censé être, social et du coup les gens sont il y a toujours un peu une friction quand on fait de la pub, entre guillemets sur les réseaux. Alors, ouais, alors c'est marrant que tu le phrases comme ça parce que du coup, je vais répondre d'une façon peut-être différente du précédent, on va pas arrêter de parler de ce cet épisode, qu'on n'a pas enregistré avant. Hem, je fais une distinction, parce que du coup, mon Instagram, comme la plupart des illustrateurs et illustratrices, c'est un peu mon portfolio, mais c'est aussi une plateforme pour documenter. J'essaie de le faire de plus en plus, même si ça me met pas toujours à l'aise, mais pour documenter ma pratique en tant que créatrice, donc en tant que personne. Donc il y a le résultat final, mais il y a aussi une partie process et behind the Coulisses. scene. Et comme j'utilise cette plateforme comme étant mon portfolio, je fais une distinction entre parler d'un produit parce que j'ai travaillé pour ce produit, parce que j'ai fait quelque chose pour ce produit, ou parler d'un produit en mode influence. Ça, que je fais pas trop, ou en tout cas que je fais de façon un peu sélectionnée. Il y a des illustratrices ou des artistes qui, pour le coup, sont full créatrices de contenu en étant leur activité principale, et ça, c'est différent parce que du coup, elles vont associer leur pratique créative à de la pub pour un produit, pour un service, pour une banque, et ça, c'est aussi intéressant d'ailleurs quand on parlait des 3 catégories, Ouais, c'est l'édition, vrai. C'est encore autre chose, ouais, il ouais. y avait quoi? Il y avait l'édition, la boutique en ligne, la La commande. c'est Bah, mine de ouais, rien, la création de contenu, c'est de plus en plus un truc. ouais. Je parle Ah mais est-ce qu'on d'illustration, peut dire que mais c'est de l'illustration? Enfin, tu as la partie illustration et tu as la partie influence. Moi je tu vois, mmh, je parce que bah, souvent les c'est gens des nanas qui ont une boutique en ligne, tu vois? Enfin, qui font du oui, coup mais c'est pas forcément leur principale source de revenus. ouais. Et là, on parle d'illustration, mais je crois que c'est un peu plus parlant encore dans le domaine du graphisme, où j'ai en tête plusieurs alors forcément leurs pseudos me viennent pas là, mais des créateurs de contenu dans le sens où ils vont faire, des tutos sur Photoshop, ils vont montrer comment ils font un poster, et à chaque fois, c'est pas pour des clients, mais peut-être que Adobe va leur demander, va les payer pour montrer comment on fait ça sur tel Mmh. outil, ou je ne sais pas quel festival va leur demander de créer, ou les inviter à un festival, et du coup, en échange, ils vont faire de la création de contenu, mais c'est tout ça. Il y a toujours le dénominateur commun d'être lié à leur pratique artistique, que ce soit graphisme ou illustration. Et ça, du coup, je trouve ça intéressant parce que c'est une autre façon de pratiquer. C'est juste que tu vas pas forcément créer le produit. Bon, c'est horrible de dire le produit de ton art parce que ça sonne très commercial, mais c'est pas lié à une commande, mais c'est quand même dans un but de communication. Je sais pas si, Ouais, ouais. c'est quand même un peu En différent. un sens, la création de contenu, c'est aussi une création en tant que telle, parce que c'est pas si facile que ça finalement d'arriver à accrocher l'intérêt des gens pour un tutoriel Photoshop ou un truc comme ça. Il y en a de plus en plus qui arrivent à faire un storytelling aussi sur leur journée en tant que créateur et tout. Et de quoi on parlait? Ah oui, ta question du coup, comment est-ce que je gère le fait d'associer mon nom à des marques? Bah moi, je fais une distinction entre ça. Est-ce que si je parle d'un produit, mais par exemple le puzzle, c'est mon illustration qui est dessus, donc je vais en parler parce que j'ai créé une illustration pour ce client-là. Ouais, c'est ton Il boulot, s'avère que donc c'est c'est un puzzle. cohérent. Ouais. Puis moi aussi, ça me fait plaisir de parler déjà d'un projet sur lequel on a travaillé ensemble, et j'ai envie que ça se vende parce que ça veut dire que mon travail sera plus diffusé, que le client soit content aussi parce que ça veut dire que des gens viennent acheter parce que c'est mon illustration, c'est que c'était un bon choix finalement de prestataire. Après ça, je vais pas le faire systématiquement, je vais pas poster sur mes réseaux tous les projets que je fais avec des clients. C'est pas obligatoire. Je vais poster les projets dont je suis vraiment satisfaite du résultat, ou qui correspondent à un type de projet que j'ai envie d'avoir plus dans le futur. Par exemple, il y a plein de choses que je fais que je poste pas parce que ça me
ça me correspond, mais ça correspond à peut-être quelque chose que je faisais beaucoup il y a quelques années et j'ai un peu moins envie de le faire. Donc même si je continue de le faire, Tu je vas vais pas moins le pousser mettre ça en en avant. avant. Ouais. Je vais moins le poster maintenant tout de suite. Je pense par exemple l'édition, j'en faisais pas mal en 2021-2022. Maintenant, j'ai un peu moins envie d'en faire pour diverses raisons. Donc même si je continue d'en faire de temps en temps, je vais pas forcément le mettre en avant sur les réseaux sociaux. Et par contre, tout ce qui est création de contenu, où on me demande de produire quelque chose autour de la création. J'ai l'impression de me répéter pas mal, mais concrètement, en fait, moi, je reçois de plus en plus de briefs où on me demande, par exemple, on va me commander une illustration pour, je sais pas, un t-shirt ou un produit, mais on va aussi me demander de produire du contenu, de me filmer en train de dessiner, peut-être de parler de l'image que j'ai fait, parce que tout ça, c'est un peu une histoire que les marques peuvent aussi utiliser de leur côté pour leurs réseaux sociaux, pour leur site et tout. Et ça, par contre, je fais payer parce que c'est du travail en plus. Déjà, tu commandes pas juste l'image en tant que telle, tu commandes aussi une prestation tu dois t'enregistrer, tu dois te filmer, c'est du temps, tu vas passer plus de temps sur la création, tu dois réfléchir aussi, tu vas faire le montage souvent. Donc ça, je fais payer. Et je fais aussi payer s'ils me demandent si c'est une demande explicite de leur part que je poste et que je parle du projet sur mes réseaux sociaux à moi. En fait, c'est du travail de communication, c'est du travail de pub. Donc là aussi, je fais payer. Je sais pas si c'est clair la distinction. Non, si, c'est très clair. Mais du coup, je pensais plutôt justement à ce genre de projet où on te demande donc de faire de l'illustration et en plus de faire un Reels ou des stories ou quoi. Parce que, enfin, c'est pas forcément... c'est différent, tu vois, que de parler des coulisses d'un projet. Et là, du coup, de faire en plus de la com, même si tu vas faire en sorte que ça ressemble à ton contenu habituel. Enfin, c'est ce qu'attend la marque d'ailleurs. Parce que le but, c'est que ça ressemble à du contenu qui soit pas de la pub, mais qui soit quand même de la pub, en fait. Et c'est là où moi, je suis un peu moins à l'aise. Personnellement, c'est pour ça que je voulais savoir ton point de vue par rapport à ça. On me le demande pas souvent, mais là, j'ai un projet qui va sortir, on me l'a demandé. Et je dis, ah, mais qu'est-ce que je dis? Enfin, tu vois, ça va sonner faux. Enfin, je sais pas, ça Ouais. se voit que c'est de la... Tu vois ce que je veux dire? Pas facile, je trouve. C'est une bonne question. En fait, moi, j'ai l'impression que moi, ce qu'on me demande, beaucoup de behind the scene, un peu un reel un peu rythmé du process de l'illustration. Ça va pas être tout le process en entier, bien sûr, ce serait beaucoup trop long. Mais comme ça correspond à des choses que je fais déjà moi-même personnellement sur des projets perso, ça me semble pas fake en ce sens, puisque c'est des choses que je fais déjà. Donc j'imagine que les gens qui me suivent sont aussi intéressés par ça. J'aime bien partager des sketchs aussi, je vais pas si souvent que ça, mais j'aime bien le faire de temps en temps. Montrer que derrière une illustration, des fois, il y a 6 autres pistes qui n'ont pas du tout été prises et pourquoi c'était intéressant, pourquoi celle-là a été prise. Donc je fais ça. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est que moi, ça m'intéresse personnellement de voir ça chez les autres aussi. Donc j'essaie de le faire aussi en me disant forcément ça doit m'intéresser. Et pour répondre à ce que tu disais là, si tu sais pas quoi dire et tout, peut-être toi pose-toi la question de qu'est-ce qui t'intéresse chez les autres, chez le contenu des autres, pourquoi est-ce que tu t'es arrêté sur un reel plutôt qu'un autre et tout. Et peut-être que c'est toujours cringe au début quand tu commences à te filmer et tu parles facecam. Surtout Mais en train de parler moi d'un produit, genre, bon alors, ouais, non, je trouve ça toujours hyper dur. Il y en a qui le font super naturellement, moi pas Ouais. du tout. Mais en tout cas, plutôt de partir qu'est-ce que je dis, peut-être partir qu'est-ce que disent les autres, comment font les autres, qu'est-ce qui font que eux rendent ça intéressant et pourquoi moi je suis intéressée. Et peut-être que ça peut aider un peu plus concrètement à aborder ce truc de parler d'un projet, créer du contenu autour de ça. Mais je trouve que tu as aussi donné un petit peu la réponse, c'est-à-dire l'idée, c'est que, même quand on crée du contenu pour les marques, qui nous l'ont demandé et qui est rémunéré, c'est que ça ressemble à ce que tu fais d'habitude et du coup voilà, que ça soit pas, gênant, enfin voilà, ni pour nous à créer, ni pour notre audience qui serait là: Ouais, «Mais je pense quoi? Qu'est-ce c'est que c'est que important ça?» de rester à l'aise parce que si tu sens, en fait, généralement, tu sens ce genre de truc quand tu le fais. Ça peut être un peu gênant de parler face caméra, mais bon, ça peut être intéressant aussi. Et si tu sens au fond de toi que ça correspond pas du tout à ton ton de voix, à ce Ouais. que tu fais, à ta personnalité, je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut explorer plus que ça, parce que déjà, tu prends pas de plaisir à le faire. Et en plus, effectivement, ça sonne peut-être un peu moins authentique.
Mais du coup, depuis que enfin, je suis devenue vachement plus savais que ça existait, mais je suis devenue vachement plus attentive, tu sais, maintenant que j'ai vu, enfin voilà, que j'ai eu cette demande, du coup, je regarde un petit peu comment font les autres et tout. Et il Ouais. y en a qui sont très doués pour ça. Bah, justement, on parlait Ouais, d'Agathe Sorley, elle fait beaucoup de collabs, enfin, là, elle a fait une collab avec, sur un vélo, qu'elle a customisé, enfin, tu vois? Avec toute une vidéo, un reels qui va autour et tout. Mmh Et mh. ça, j'ai l'impression enfin, peut-être que je débarque, mais j'ai l'impression que ce genre de contenu va être de plus en plus demandé, par les marques, et cetera. Je Heu, pense, ouais, parce que surtout, on a parlé de l'intelligence artificielle, c'est là que tu vois que c'est vraiment un vrai humain derrière, qui fait ses choix artistiques pour une raison, qu'il y a une histoire derrière le dessin que tu crées. C'est pas juste, ouais, un truc qui est fait, à la va-vite, sans trop réfléchir. On en revient à la conceptualisation aussi. Mais effectivement, le fait d'humaniser, ça va être de plus en plus important. Je dis pas qu'il faut que tout le monde commence à poster des photos de soi-même, sur son compte Instagram si ça correspond pas. Mais, mais ouais, le fait d'humaniser le travail artistique, ça va être important effectivement. ouais, c'est vrai. Après, il y a peut-être d'autres façons d'humaniser autrement que de se mettre en avant, je sais pas. Mais c'est vrai que de se mettre en avant, montrer son visage, même si c'est de loin, moi, c'est quelque chose que je conseille à mon audience, même s'il y en a plein qui me disent: «Non, moi, c'est hors de Mmh, question, c'est mon travail avant tout et cetera, c'est ça que je pousse en avant». Mais c'est vrai, c'est comme tout à l'heure quand je te disais, on se souvient plus facilement des illustrations que du graphisme. Bah, mmh. on se souviendra plus d'un visage d'une personne parce qu'on aura vu son visage que, juste des dessins. Mais, après, il y a plein de marqueurs comme ça de reconnaissance et Mmh. bon, choisir, En ce qu'on fait, a envie de faire, quoi. je vois encore une fois, je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on a envie de faire. Je pense qu'il y a plein de personnes qui ont pas envie de devenir, la prochaine, Ah oui, non, c'est sûr, de faire de illustratrice l'influence. influenceuse Ah et ouais, non, juste, c'est clair. ouais, d'être, et je pense que les marques vont être de plus en plus en demande de ça, mais, C'est pas fait pour tout le ça monde non peut plus, ouais. être, oui, parce que quand je dis humaniser, c'est pas forcément mettre une photo de son visage, ça peut être, ne serait-ce que, oui, montrer les sketchs, le process, Mmh. peut-être des questions qu'on se pose, des expérimentations, ça montre qu'on n'est pas juste, ouais, on n'appuie pas juste sur un bouton pour faire, une image, et c'est tout. Ouais, Mmh. carrément. Bah, le fait de oui, de montrer, bah, tous les coulisses, hein, c'est la base, hein, Ouais. les réseaux sociaux. De toute façon, c'est ce qui fonctionne le plus. On suit, le parcours, d'un artiste, voilà, à travers ses Mais succès, ses problèmes. ouais, et je trouve, enfin, disons que le mauvais côté de ça, ça peut être aussi, les gens commencent à venir te chercher parce que tu as une communauté, parce que tu montres ton visage, plus que parce que pour ce que tu fais vraiment. Et ça, je comprends qu'on puisse ne pas être à l'aise avec ça. Moi-même, je suis pas trop à l'aise des fois quand, ça m'est déjà arrivé qu'on vienne me chercher pour un projet. En fait, je me rends compte que c'était plus pas pour le côté, pour la caution communauté, artistique, plus que pour vraiment le résultat. Et autant il y en a qui s'en fichent de ça, autant, je pense qu'il faut avoir un peu l'ego accroché à ce niveau-là, quand on s'en fout un peu du résultat final et qu'on veut juste, Que tout est voir les validé, likes, tout de suite ouais, et tu dis: «Bah, bizarre», enfin, en ouais, fait, quelque part, on n'achète pas vraiment créativité. ouais, on achète ton image plus que ta créativité, et je dis pas que c'est le cas pour tout. Il y en a, c'est un très bon Non, équilibre des 2. ça doit exister, ouais, ça existe, quoi. Faut Mais savoir que ça il existe. faut être à l'aise avec ça, et être choisi et avoir, en gros, la valeur de ce que tu produis n'être résumée que par, le nombre de likes et d'engagement que ça génère. Ça, Mais c'est marrant que un tu peu spécial, ouais. c'est marrant que tu mettes ce problème, j'ai envie de dire, en avant parce que, tu sais, il y en a plein, je pense, qui n'ont pas de communauté, qui ont pas Mmh, de beaucoup d'abonnés et cetera et qui rêveraient que justement que des marques viennent les contacter, pas parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés, mais parce que, bah, ils ont réussi à avoir une certaine visibilité et que les marques les ont trouvés et à mmh. l'inverse, quand ça t'arrive, du coup, que les marques viennent te voir pour, justement parce que tu as de la visibilité, tu peux avoir ce questionnement de te dire: «Attends, c'est ma créativité ou c'est ma visibilité qui vous intéresse?» Donc en fait, Ouais. c'est un peu il n'y a jamais de situation idéale. Ouais, puis je pense que ça dépend des personnalités. Il y en a qui sont très à l'aise avec ça et d'autres, qui sont vraiment, qui Oh, je mettent un pense que peu c'est leur dur quand art même de te sur un dire, piédestal. si c'est y a en tant qu'artiste de dire: «Bah, il y a que ma visibilité qui vous intéresse». Je pense que personne va être à l'aise avec ça. Enfin, Ouais. bon après il y a, oui, bah, il y a ça vient avec, le chèque évidemment, mais Mmh. je pense qu'il y a pas que ça non plus, quoi. Quand tu es artiste, tu as envie de que ton En travail fait, plaise, ouais, quoi. faut être prêt. Si c'est un truc dans lequel, on veut s'engager, faut être prêt à voir son travail résumé,
de façon assez impersonnelle à des likes et à l'engagement que ça génère. C'est pas... Ça, j'avais jamais pensé à ça, tu vois, de cette façon-là. Mais on dit ça, mais il y a plein d'illustrateurs qui ont des entre guillemets petites communautés et qui sont pas trop suivis sur Instagram et qui s'en sortent très bien, qui ont plein de commandes, enfin, qui ont des Ah oui, oui, agents et qui n'ont pas besoin de cette visite-là. Je le redis à chaque fois parce que je suis étonnée du nombre de personnes qui pensent vraiment que le nombre de followers sur Instagram, c'est synonyme de plus de commandes et que si t'en as pas, tu peux pas avoir de commandes. Bah non, je connais plein d'illustrateurs qui vivent très bien en ayant une entre guillemets petite communauté. mais tu fais bien d'en parler parce que c'est vrai que j'essaye de le dire souvent, mais que là, du coup, je l'ai pas dit. Ouais, Si quelqu'un tombait sur cet épisode, effectivement, les réseaux sociaux, c'est une façon de communiquer autour de son travail. Il y en a plein d'autres et enfin, le nombre d'abonnés n'est pas, égal au nombre de commandes et au chiffre d'affaires, enfin pas du tout, quoi. mmh, Moi, il y a plein d'illustrateurs que je suis qui sont pas forcément, des stars sur Instagram et qui communiquent pas du tout autour d'eux d'ailleurs. Mais par contre, ben, ils ont plein de commandes et ils travaillent à l'appel, dans l'illustration commerciale et voilà. Mais ils ont pas besoin de se mettre en avant parce qu'en fait, ils travaillent avec des marques, qui viennent les chercher pour, mmh, ce qu'ils font vraiment ouais, et pas pour leur influence ou quoi que ce soit justement. Donc voilà et d'ailleurs quand on est illustrateur et qu'on veut pas se mettre en avant et qu'on veut pas, enfin qu'on n'est pas trop fan des réseaux sociaux, je pense que l'illustration commerciale, c'est une des façons les plus simples de commencer à gagner, ouais. à générer des revenus, enfin à gagner sa vie, quoi. Moi, j'ai commencé comme ça et je pense que c'est une des façons les plus simples. Je trouve ça beaucoup plus simple que d'avoir une boutique en ligne, Mmh. puisque quand on a une boutique en ligne, ben, justement là, il faut mettre un peu plus de sa personne, quoi. On peut pas vendre Ouais, des il faut produits, communiquer tout le temps bah, dessus, c'est oui. sûr que ça peut être, un peu fatigant. Et d'ailleurs, un truc qu'on s'était dit, quand, on a enregistré la première fois, c'est que, hem, moi, je t'avais parlé de mon audience qui me disait souvent il y avait une espèce de frein par rapport au fait de travailler avec des clients, c'était de travailler pour quelqu'un d'autre et que, bah, souvent, c'est enfin, les illustrateurs qui débutent, ils se disent: «Ah mais moi, je préfère travailler pour moi dans mon coin et vendre, sur ma boutique» et toi, tu avais dit, je sais pas si tu te souviens par Ouais, rapport à ça? alors du coup, c'est nuancé parce qu'on a reparlé après en off caméra et c'est vrai que ma vision a peut-être un peu changé par rapport à ça. Je trouve que même en ayant ta boutique en ligne, c'est un peu illusoire de se dire on travaille que pour soi parce qu'en fait, tu dois quand même si tu veux vivre de ta boutique en ligne, il faut le vendre ton travail et du coup, ben, forcément, tu un peu tributaire de ce que les gens aiment et ce que les gens n'aiment pas. Alors, c'est super si tu arrives directement à amener les gens là où tu veux, mais généralement, on se rend compte que, bah, des trucs qu'on pensait qui seraient, un succès absolu, enfin, j'ai l'impression que tous les gens qui ont une boutique en ligne, pourront dire ça à un moment ou à un autre. Quelque chose que un produit, tu pensais que ce serait un succès absolu, c'est un flop total et au contraire, un truc que tu voulais même pas mettre en avant, bah, c'est ce qui se vend le mieux parce que pour une raison X ou Y, c'est un peu dur de prédire. Donc je pense que tu es un peu tributaire des succès. Tu es aussi peut-être tributaire, ben, si tu as une boutique en ligne, en illustration forcément, peut-être que tu vas faire des choses à l'approche de Noël qui font sens avec Noël, peut-être enfin des trucs en rapport avec la Saint-Valentin. Je dis pas que tout le monde doit le faire, mais il n'y a pas que soi-même en considération. Ouais, il y a plein de considérations extérieures et mine de rien, bah, il faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication sur sa boutique en ligne pour qu'il y ait des ventes régulières. Et rien qu'en ce sens, ben, ouais, tu traites en fait ton travail comme une marque et en ce sens, ouais, c'est pas que juste dessiner dans son coin, faire un peu ce qu'on veut, je sais pas. Ou à Non moins d'être mais une superstar de la boutique en ligne et pouvoir vraiment, faire un sold out à chaque fois, quand il y a un produit. Il y en a qui font ça très bien, c'est super. ouais, non mais c'est clair, mais moi, j'aimais bien ce point de vue-là de se dire, parce que j'avais jamais conscientisé ça comme ça, enfin, vu ça comme ça avant que tu en parles, de se dire même quand on a une boutique en ligne, même quand on dessine ce qu'on aime et ben, en fait, on a quand même quelqu'un au enfin, on dessine jamais juste pour soi, quoi. Voilà, il y a toujours, un client, une et nous, on est une marque, enfin, voilà. Donc on dessine jamais, juste pour soi, quoi. En tout cas pour en vivre, Ouais, c'est voilà, voilà. c'est-à-dire si c'est ton hobby, si tu peux 100 Oui. dessiner, pour soi et tout, mais ouais, si c'est à partir du moment où il y a un client, où il y a des acheteurs, que ce soit une boutique en ligne, que ce soit des commandes, que ce soit des lecteurs, si tu fais une BD, ouais, il y a toujours, d'autres facteurs que soi-même, c'est sûr. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet, Color Coated qui a été affiché, en grand sur Times Square? Parce que
Enfin, moi, ton post est apparu dans mon feed Instagram et waouh! Je pense que c'est le genre de projet que tous les illustrateurs ont envie d'avoir. Pour juste décrire en fait l'illustration, je vais essayer de le faire bien. C'est une personne de profil, je crois, avec un espèce de manteau et en fait, le Ouais. manteau, il est animé avec par plein de couleurs qui bougent et donc ça a été affiché en grand, énorme, à Times Square à New York, quoi. Donc c'est quand même le projet de rêve. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce Ouais. projet? Alors, du coup, c'est pas un projet en soi, c'est, cette illu-là, c'est une illu que j'avais fait, il y a peut-être 1 an ou 2 ans. Pour moi, c'était juste une illu perso et en fait, là, cette année, j'ai été approchée par, je crois que c'est une galerie, ils se définissent comme une galerie, qui fait des expositions numériques, sur grand écran. Donc ça peut être sur des panneaux LED à Times Square. Je crois qu'ils ont aussi une barge, à je ne sais plus quel événement artistique à Miami. En gros, c'est ça leur truc, c'est qu'ils font des expositions sur des grands panneaux lumineux. Et du coup, ils avaient cette exposition programmée à New York où ils ont invité, je crois, une cinquantaine, peut-être une centaine, je sais pas, mais on était vraiment beaucoup. Il n'y avait vraiment pas que moi. Peut-être cinquantaine, centaine de créateurs à faire un takeover sur 8 secondes. Donc, en gros, pendant 8 secondes, tu avais le droit d'afficher ce que tu voulais. Ça pouvait être une œuvre. Il y en a qui ont affiché juste une photo statique. Il y en a qui ont fait carrément une animation de 8 secondes et tout. Et moi, du coup, j'avais choisi cette illustration-là parce que ça tombait en même temps que la New York Fashion Week. Et du coup, ça me paraissait pertinent d'avoir cette illustration qui était assez fashion, finalement. Mais c'était pas un projet rémunéré ou quoi que ce soit. Enfin, c'était une expo collective, voilà. Ah mais en tout Juste pour cas, remettre un peu d'humilité. pour la Dans fame, tout. enfin, ça voir son projet, enfin, son illustration comme ça en grand, ça fait toujours quelque chose, quoi, quand même. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Ouais, surtout moi, je travaille beaucoup numériquement. Euh, bon, là, c'était du coup une exposition numérique, mais moi, je suis plus habituée à avoir mon travail, soit sur des médias en ligne, soit sur les réseaux, soit sur imprimé dans des magazines, mais plutôt petits, du coup. Donc c'était vraiment des échelles que j'ai pas du tout l'habitude d'investir et donc c'était assez cool en ce sens-là. Ouais. Et justement, pour avoir, cette échelle, j'imagine que il y a du vecteur, enfin, tu travailles comment, en fait, tes illustrations? Là du coup c'est un écran, donc non en fait c'est juste l'écran qui est plus grand. Et OK. donc il y avait une dimension minimum, je sais plus c'était laquelle, mais elle était pas si grande que ça. Mais en fait comme ces écrans Times Square là, ils sont pas du tout destinés à être regardés de super près, ils sont destinés à être regardés de loin. Il y a pas trop de considération de pixelisation ou trucs comme ça. Enfin, je suis sûre que vu de près, C'est c'est vrai, j'avais pas pensé que c'était un écran, en fait, ouais. c'est différent que si c'était imprimé, oui, effectivement, sur des grandes affiches où il faut que ce soit un peu plus clean. Mais du coup, non, c'est pas du vecteur, c'est Photoshop, c'est du pixel. Parce que toi, je crois que tu travailles un peu enfin, on en avait parlé, je crois que tu fais un peu Mmh. d'Illustrator, quand même? Ouais, ça Un peu de dépend, Photoshop, un peu de mais Procreate? ça dépend des projets. Quand je sais que ça va être imprimé en très grand, des fois, je fais de l'Illustrator. Aussi parce que mon style le permet. Je fais beaucoup de dégradés, mais quand même, grosso modo, ça reste, je fais pas d'ombre, ça reste des aplats, avec un peu de dégradé dedans. Mais mon outil de prédilection, ça reste quand même Procreate et Photoshop, parce que ça me permet d'avoir des textures que je peux pas trop avoir sur Illustrator autrement. Et du coup, pourquoi les 2? Pourquoi pas juste Procreate ou pourquoi pas juste Photoshop? C'est une bonne C'est question. vraiment une question de curiosité parce que moi, j'utilise pas Ouais. Procreate et je sais pas du tout pourquoi, enfin, ce que l'un peut apporter, de plus que l'autre. Procreate, il y a le côté facilité. On en avait parlé un peu, je crois. C'était avec toi qu'on en avait parlé la dernière fois qu'on a enregistré. Oui. Donc, du coup, Procreate, c'est sur l'iPad. Et donc, c'est un logiciel qui est super bon dans le sens où il n'y a pas de clavier pour avoir des raccourcis. Donc, ils ont dû baser toute leur interface sur des systèmes de double tap, de swipe pour faire pour faire des choses. Et en ce sens-là, je trouve qu'ils ont été super bons pour développer un logiciel qui est très intuitif et très direct. Tu as besoin de faire un truc, tu as besoin de zoomer, tu fais ça avec tes doigts. Enfin, c'est hyper facile à prendre en main et surtout, c'est pas cher. Et du coup, c'était un peu l'outil hybride entre dessiner mes croquis sur papier et ensuite, parce qu'avant, je faisais ça, je dessinais mes croquis sur papier, je les envoyais sur Photoshop et je redessinais au propre sur Mmh. Photoshop avec une tablette graphique qui n'avait pas d'écran, du coup. Mais donc, il y avait moins ce côté spontané du dessin sur papier, ce que l'iPad et Procreate ont permis de retrouver.
Donc, c'était chouette à ce niveau-là. Par contre, je continue de travailler sur Photoshop parce que je trouve déjà quand c'est des très gros fichiers, c'est plus gérable sur ordi que sur iPad. Je crois qu'il Photoshop, y a une limite de calque aussi dans Procreate. ouais, Procreate peut être assez limité en termes de calque. En fait, plus ton Canva, plus ta toile est grande, moins tu peux avoir de calque dessus. Je crois que ça dépend aussi de la puissance de l'iPad. Mais moi, j'ai quand même un iPad Pro, ce qui est censé être un des iPads qui ont le plus de puissance, ou je sais pas trop de quoi ça dépend. Mais je me retrouve quand même assez régulièrement limitée en termes de calque. Donc Photoshop me sert à ça. Il y a des textures que je peux avoir plus facilement avec Photoshop. Et aussi, je trouve que la gestion des calques et le rangement des calques est plus facile dans Photoshop pour préparer pour de l'animation, par exemple. Donc voilà, j'ai un process encore un peu hybride à ce niveau-là. Ouais, parce qu'en plus, tu fais de l'animation dans After Effects. Ouais, du coup, c'est ça. Ouais. donc Animation After 3D. Effects qui est de la Basique. même famille, la famille Adobe, du coup. Il y a de ça. Adobe, c'est pas très accessible à plein d'égards, surtout le prix, mais ils ont quand même ce super système d'avoir toutes les applications qui se répondent entre elles et de faciliter le travail d'une application à une autre. Donc, c'est bien pour ça. Maintenant, il y a Affinity, je sais pas si tu connais. C'est vraiment des clones d'Adobe, en fait, et il y a l'équivalent d'Illustrator, de Photoshop et de InDesign. Après, je sais pas pour l'animation, mais c'est des logiciels, là, je dis pas ça pour toi, parce que de toute façon, une fois qu'on est habitué à travailler avec ces logiciels, mais c'est plutôt pour les personnes qui nous écoutent, c'est des logiciels qui s'achètent une fois et après c'est fini. Ouais. Donc c'est quand même vachement intéressant. Super. J'ai plus le prix en tête, mais c'est vrai que moi, si je débutais aujourd'hui, si j'avais entendu parler de ça, tu vois, je me serais peut-être mis à ça parce que vraiment il y a plein de similitudes, avec Photoshop, Ouais. Illustrator et tout. Donc Alors, j'avoue que je l'ai pas ouvert du tout. Donc je sais pas à quel point c'est similaire maintenant. J'ai connu Affinity à l'époque, c'était Ah ouais, gratuit, entièrement gratuit. Donc c'est comme quoi, vrai, ils sont passés payants à un moment. ils sont très Mais bon, forts ça pour, reste toujours plus accessible que certaines équivalents qui sont basés sur des abonnements. Parce que là, du coup, effectivement, ah pour ouais. créer Affinity, tu payes une fois et tu l'as pour toute la vie. Et, Photoshop, c'était comme ça avant. Tous les ouais, logiciels, c'était comme ça. Il y a pas si longtemps que c'est tout est vrai, ouais. passé en mode abonnement. Oui, et en même temps, Photoshop, du coup, donc je pense à ma maman, du coup, j'ai dit qu'elle était illustratrice et graphiste. À l'époque, elle achetait son logiciel, c'était peut-être 300 € juste pour Photoshop. C'est vrai, Donc, en un sens, l'abonnement, ouais. ça l'a rendu un peu plus accessible au début, et surtout, t'es pas obligé de racheter 300 balles à chaque fois qu'il y a une mise à jour qui arrive. Au moins, Ah, tu avais la mise à jour directe? quand tu t'abonnes là sur le Ah oui, Creative maintenant que tu Cloud, t'abonnes, oui, tu parce la qu'avant mise à jour. justement, tu achetais le truc, Ouais. mais après tu avais cette version-là pour toujours Ouais, jusqu'à ce que voilà, tu c'est ouais, ça. ouais, Donc, c'était exact, en un sens, c'est aussi intéressant d'avoir les mises à jour à chaque fois. c'est vrai. Mais oui, ça rend ça cher, sur le long terme. Mais du coup, l'offre est, Ouais, cohérente, quoi, ouais, et mmh, intéressante. mais bon. C'est vrai que moi, je fais partie des personnes qui pendant très longtemps, quand j'étais à l'école du coup, on se passait le disque, la disquette, voilà, sous le bras, sous le manteau et Mmh. on payait pas. Puis après, c'est vrai qu'une fois que j'ai pu, me permettre, voilà, je me suis dit: «Bah, vas-y, enfin, c'est tellement plus pratique, d'avoir toutes les nouvelles fonctionnalités» et puis, voilà, c'est un outil que j'utilise tous les jours, que ce soit bien Photoshop, Illustrator, InDesign. J'utilise beaucoup Dreamweaver aujourd'hui, beaucoup moins maintenant Oui, ouais. Je crois pour que c'est tout ce tombé qui est un peu en code. désuétude, hein. J'utilisais pas mal Ça aussi, m'arrive mais encore de l'utiliser des fois quand je fais du code un peu pour, quand je touche un peu au CSS de mon site, tu vois? C'est bien d'avoir le truc parce que ça te l'affiche un petit peu, rangé plutôt ouais. que sur une note où c'est tout le bazar. Mais bref, ouais, les vieux logiciels. J'avais envie de parler aussi avec toi, d'un projet que tu as fait, récemment, je crois. Donc c'était, le projet où tu as illustré, un stade de foot. Je sais même plus si c'était foot ou basket. Terrain de basket, ouais. Terrain basket, oui, parce que la personne tient, d'ailleurs le ballon de basket. Parce que, on en avait parlé, en fait, tu me disais que, tu faisais des commandes, donc pro, et que tu t'autorisais 1 ou à 3 non, 3 projets par an, associatifs ou, Ouais. des projets comme ça. Est-ce que tu peux nous parler de ça et nous parler de ce projet en particulier? Parce que je le trouve génial. Ouais, carrément. Alors là, du coup, c'est pas un projet associatif dans le sens où j'ai été payée pour ça. OK. Mais ce que tu disais, en fait, c'est lié au f quand tu m'as posé la question de comment tu gères d'être associée à des marques, tout ça, c'est un peu lié. C'est que, j'essaye d'avoir une approche,
comment dire, dans la vie de tous les jours, je suis assez engagée et j'essaie d'utiliser mon travail de façon à soutenir des causes qui me tiennent à cœur. Et c'est vrai que du coup, en ayant choisi la voie de l'illustration commerciale, c'est pas toujours possible d'être 100% raccord avec ses valeurs. J'essaye de le faire, mais malheureusement, des fois pour des considérations d'argent, tout le monde peut pas se permettre de dire non à des projets. Des fois, tu as juste besoin de manger et tu dis oui à des choses. Alors, très heureusement pour moi, j'arrive à un moment où je peux de plus en plus dire non aux projets qui sont pas trop alignés avec ce que je crois. Par exemple, je vais pas bosser pour une marque de viande si je suis végétarienne, enfin ce genre de choses. Je dis ça tout en ne jugeant aucunement les illustrateurs qui bossent pour McDo ou pour plein d'autres marques. C'est pas du tout mon propos. Ce que je dis, c'est que j'essaie d'amener ma pratique artistique vers quelque chose qui soit assez aligné avec moi, ce que j'essaie de porter dans mon engagement perso. Et du coup, ce que tu disais, c'est un peu une petite règle que j'essaye de mettre en place chaque année. C'est que malheureusement, il y a beaucoup de projets pour des assos qui sont pas ou peu rémunérés. Et en contrepartie, les projets qui sont rémunérés sont pas toujours 100% raccord avec des valeurs. Donc moi, là où je trouve mon compte, c'est de me dire, OK, des fois, je prends des projets qui sont pour des marques, qui sont peut-être pas 100%, j'essaie d'avoir quand même, de choisir quand même mes projets, mais qui sont pas 100% en raccord ou qui sont purement commerciaux. Et en fait, cet argent que je vais pouvoir dégager de ces projets souvent mieux rémunérés, ça me permet de passer du temps sur des projets associatifs qui ne le sont pas ou qui ne le sont pas beaucoup. Je t'arrête juste parce que je me souviens en même temps que tu me disais que ça, le fait de travailler pour des projets commerciaux, ça pouvait te fermer des portes à certaines associations pour certaines associations Ouais. Non, ça t'est Oui, déjà arrivé, je crois? oui, ouais. Alors je pense pas que ce soit une règle en général parce que heureusement, il y a beaucoup d'associations qui ont conscience que la plupart de leurs membres sont bénévoles et du coup n'ont souvent pas d'énormes budgets pour rémunérer des créatifs, ou d'ailleurs ils en ont souvent pas. Et du coup, c'est du travail bénévole par extension pour les créatifs aussi. Et beaucoup d'assos sont totalement au courant de ça et sont très clairs d'emblée et ils sont réalistes sur le fait que parce que c'est du travail bénévole ou quasiment bénévole, elles vont pas pouvoir se permettre d'être De faire ça toute l'année, bien ouais, sûr. ou d'avoir des délais hyper short, Ah oui. ou de demander 1000 allers-retours. Alors il y en a qui se permettent de faire ça, mais ça c'est un autre sujet. La plupart des assos sont lucides sur le fait que on a besoin de manger à côté, donc on pourra peut-être pas leur allouer le même temps que sauf si c'est du bénévolat justement qui est choisi de notre part. On pourra pas allouer ce même temps qu'à des clients qui rémunèrent correctement à des tarifs qui nous permettent de vivre et de payer notre loyer. Où est-ce que je veux en venir avec ça? Oui, c'est arrivé aussi que des assos, ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans le cadre d'une asso qui me demande de bosser pour eux, qui me fait travailler d'ailleurs, parce qu'il y avait déjà des sketchs qui avaient été commencés et tout, et tout d'un coup me disent non, finalement on va pas pouvoir travailler avec toi parce que tu travailles pour des marques. Le projet était déjà commencé. Ouais, le projet était déjà commencé malheureusement. Tu peux avoir cette ligne de conduite, c'est totalement à ton honneur et c'est ok. Par contre, du coup, ça serait bien de regarder un peu les personnes que tu contactes pour bosser pour toi avant. Oui. Et d'être un peu réaliste en fait. Rares sont les illustrateurs qui peuvent ne pas, qui pourront faire que du boulot d'assaut et pas du boulot, pas bosser pour des marques. Il y en a sans doute qui le font. Il y en a aussi qui refusent catégoriquement des personnes plus engagées, généralement dans les branches plus radicalement à gauche et carrément anarchistes, décident que leur art appartient à tout le monde et du coup, ils ne l'utilisent que pour des assos, ce qui est très bien parce que du coup, c'est aligné avec leurs valeurs. Mais en fait, réalistiquement parlant, on vit quand même dans une société capitaliste où il faut gagner de l'argent pour pouvoir manger et ou payer son Ouais, puis il y a une loyer. différence entre à partir du moment où tu veux vivre de ton activité, t'es bien obligé de faire des petites concessions et puis Voilà, exactement. et quelque part, c'est un peu mettre de la pression sur de son... la concession, ouais. Parce que du coup, ces personnes qui n'utilisent leur art que pour tout le monde et à but bénévole, à côté, elles sont quand même obligées d'avoir un boulot alimentaire. Oui.
la plupart du temps. Et ce qui est une autre façon de trouver une autre façon de faire des concessions entre ses valeurs perso. C'est totalement OK de ne pas vouloir que son travail artistique serve à des marques. Et tout se défend. Mais je pars du principe que quand tu es une asso et que tu exiges du travail quasiment bénévole de la part d'une profession qui est déjà précarisée, faut quand même faire, tu peux pas en fait avoir et le beurre et l'argent du beurre et demander à ce que des gens travaillent gratos pour toi et en même temps à ce qu'elles travaillent pas pour des marques qui elles peuvent les rémunérer. Et puis défendre aussi des causes tout en, comme tu dis, précariser encore plus. Après, c'est quand même important que des assos, choisissent des profils cohérents. Ou si en tout cas il y a une question d'image qui est associée à eux, oui, effectivement. Comme ils vont pas choisir des sponsors qui sont complètement en désaccord avec pour des questions de greenwashing ou pigwashing, mais je pense que ça, on rejoint le grand sujet de ce qui s'appelle la pureté militante, et ça c'est quelque chose qui met personne d'accord dans les cercles militants. Ça pourrait être le sujet d'un podcast en tant que tel. Je pense qu'il faut et si tu exiges une pureté absolue de la part de toutes les personnes à qui tu travailles en tant qu'association, faut que j'imagine que toi tu dois être vraiment irréprochable sur plein de choses. Puis c'est aussi un peu quoi. Et ou si tu fais super, mais c'est quasiment vivre en marge de la société. Je ne sais pas. Pourquoi on parlait pas ? Oui, ça peut éventuellement, j'imagine, te fermer des portes. Moi, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois que des assos me disent ça, et c'est pas non plus. La plupart du temps, les assos sont bien contentes que tu puisses bosser pour elles pour pas très cher, plutôt que l'inverse. Ouais, oui, j'imagine. Ça fait sens. Et voilà. Et donc moi, c'est un peu ma façon de redonner du temps à des causes qui me sont chères, parce que je peux me le permettre, parce qu'à côté, j'ai des projets qui me rémunèrent assez pour pouvoir vivre sans avoir besoin de prendre un boulot alimentaire, par exemple. Et du coup, ce projet de... Oui, pardon, c'est bon pour tout ça. Parce qu'il est vraiment génial et j'ai vraiment envie que t'en parles. Ouais, le projet du terrain de basket, alors du coup, ça, c'est pas un projet pour une asso, c'était pas bénévole, j'étais rémunérée pour ça. Peut-être moins qu'avec des grandes marques et tout, mais moi, en tout cas, c'était un des types de projets qui aligne tout ce que j'aime. Parce qu'il y avait les considérations esthétiques, il y avait le support qui était super, moi que j'avais jamais exploré. Je viens pas du street art, donc j'avais jamais fait de grands terrains, de grands formats comme ça. Et la dimension sociale derrière, parce que ça peut peut-être paraître un peu abstrait là quand j'en parle comme ça aux auditeurs ou aux auditrices. En fait, c'était un terrain de basket commandité par la ville de Paris, qui a été c'est un appel d'offres réalisé en collaboration avec l'asso Hypermur, qui est une asso de production d'art dans l'espace visuel. Donc, eux ont vraiment cette expertise de reproduire ou de produire des fresques sur des très grands formats. Ils ont vraiment cette expertise du terrain. Et donc, on a travaillé ensemble sur ce terrain de basket où il y avait une volonté de la ville de Paris de mettre en avant les femmes athlètes. Bon, ça s'inscrivait dans une espèce de vision sociale à l'approche des JO, mais voilà, c'était ça. Le but, c'était de mettre en avant les femmes dans le sport pour plusieurs raisons. C'est que concrètement, sur les terrains de basket comme ça, ont été observé qu'il y avait beaucoup moins de femmes qui venaient jouer que d'hommes, et que les associations de femmes peinaient à avoir un créneau. Donc, il y avait ça, très concrètement, faire de la place aux femmes dans l'espace public. Il y avait aussi rendre les femmes visibles dans les sports à niveau pro, parce que on sait encore aujourd'hui que il y a des grandes différences de rémunération entre les clubs pro féminins et les clubs pro masculins. Il y a des questions de harcèlement, il y a encore des femmes qui se font harceler sur les réseaux sociaux parce que on a décidé qu'elles avaient l'air trop masculines, qu'elles ont peut-être des taux de testostérone, que une entité a décidé était trop pour la définition de femme. C'est toujours dans ce sens-là et jamais dans l'autre sens. Donc il y avait cette visibilité-là, et puis il y avait un troisième sujet, c'est que ce terrain de basket, il était aussi utilisé comme cours de récré par une école qui était juste en face. Donc c'était hyper intéressant parce que toutes ces questions d'inégalité dans l'espace public et dans le sport, elles sont un peu cristallisées dans
dans l'espace de la cour de récréation, où je pense que nous, en tant que filles, on a toutes les souvenirs de passer notre récré. Tu prenais l'exemple de l'élastique, mais repousser sur les côtés de la cour à jouer à l'élastique quand les garçons prennent tout l'espace à jouer au foot. Et alors des fois c'est mélangé, on fait pas de généralité, mais souvent quand même la grande tendance c'est ça. Et ça se traduit après quand on grandit, ça se traduit dans ces différences de il y a la question de harcèlement sexuel qui vient se juxtaposer à ça aussi quand on grandit, mais qui fait qu'on est moins à l'aise de prendre de l'espace et tout. Donc tout ça pour dire que sur ce terrain, l'idée c'était de montrer que les femmes avaient leur place. Et donc on a représenté 2 joueuses de basket professionnelles, de championnes d'ailleurs, parce qu'elles ont gagné. C'était Marie-Ève Paget et Anna Ngo-Ndjok, qui sont deux joueuses de l'équipe de basket 3-3 de France. Et donc représenter ces femmes en énorme permettait de tout ça. Donc, déjà donner la visibilité aux femmes athlètes et aussi très concrètement, il y a des femmes en énorme dans l'espace public pour leur montrer que c'est aussi leur place et qu'elles peuvent prendre de l'espace. Et voilà. Et du coup, il y avait aussi des éléments graphiques autour. Il y avait des monstres qui représentent des têtes d'hydre en fait, qui sont un peu la métaphore de tous ces sujets liés au sexisme qu'on a abordés. Le harcèlement, l'accès, les ressources, ce genre de choses. Donc voilà. Et donc ça a été mené en collaboration avec Hypermur, mais aussi avec les maîtresses de l'école, les institutrices, pardon, qui en ont profité pour faire des ateliers avec les enfants sur la place des femmes dans le sport et tout. Et c'était vraiment super. Je trouve ça génial. Vraiment, je suis contente que tu en aies parlé, de ce projet, puis je le mettrai en lien. De toute façon, je mettrai tous les liens dans la description de cet épisode, mais celui-ci, il est vraiment bien. En plus, il y a ton interview, il y a l'interview d'une autre personne aussi qui explique vraiment, le projet, de fond en comble, donc c'est vachement intéressant et je pense que ça fait avancer aussi les mentalités, aussi bien, chez les enfants, parce que c'est un projet qui tournait, autour avec les enfants que, pour les plus grands aussi. Ouais, ils ont été super participatifs, c'est trop bien. Et en vrai, on s'attendait à avoir un peu de backlash de la part de certaines assos de basket. Et au contraire, après, je sais pas si c'est parce que c'est l'endroit qui a fait ça. On était dans une partie de Paris qui est quand même peut-être un peu plus de gauche, je sais pas. Mais ça a été super bien accueilli par les clubs de basket masculin du coin qui trouvaient ça, que c'était bien, que la pratique s'ouvre un peu plus et que eux aussi étaient pour ça. Donc non, c'était chouette. Et les enfants, ont été très, pour le coup, très participatifs et très ouverts à ça. Mais j'ai envie de dire que parce que ça faisait suite à toute une série d'ateliers et en tout cas un courant d'éducation que les institutrices de cette école essayaient de mettre en place, une éducation non sexiste et plus égalitaire. Et ça, c'est important de le préciser, c'est que c'est bien de faire des projets très visuels comme ça qui rendent bien, mais si c'est pas soutenu par un travail de fond, c'est vrai que le travail de fond, limite, moi, mon dessin était un support pour cette éducation-là, plus que l'inverse, en fait. Un support et une manière aussi de communiquer hyper visuellement sur les réseaux sociaux, ce projet et tout ce qu'il y a derrière. Voilà. C'était très intéressant. Je crois qu'on a reparlé à peu près de tous les sujets qu'on avait évoqués la première fois. Est-ce que je sais plus si je t'avais posé cette question, est-ce qu'il y a un projet que tu as pas encore réalisé et que tu souhaiterais, que tu adorerais réaliser? J'aimerais en écho à ce projet de basket, j'aimerais bien faire un skatepark parce que c'est aussi un lieu de cristallisation de beaucoup d'inégalités, de harcèlement. Ça serait chouette, de faire ça. Et plus généralement, je crois que tout ce qui est 3D, ça m'intéresse pas mal pour les raisons que j'ai évoquées un peu plus tôt, que je bosse beaucoup digitalement. Du coup, c'est assez nouveau pour moi d'explorer des supports dans la vie réelle, à taille peut-être échelle humaine, qui permettent des interactions. Comme la réalité augmentée, non? Ça peut être de la réalité augmentée, mais je pense plus à des installations, peut-être des fresques, peut-être je sais pas, des énormes personnages gonflables. Je crois que je l'avais cité la dernière fois. Oui, c'est vrai. À Delphine /Dalcafine sur Instagram
as fait des installations gonflables de ces personnages, c'était super, je trouve. Et j'ai cité, pareil, Maison Tangible qui fait des grandes fresques que les enfants peuvent découvrir et tout. Si vous connaissez pas leur travail à tous les deux, c'est vraiment chouette. Et je pense que j'aimerais bien explorer des territoires un peu plus immersifs comme ça. Peut-être que c'est des projections, peut-être que c'est des fresques, je ne sais pas, mais ça serait cool. Ouais, pour sortir un peu des écrans et être un peu plus dans Exactement, ouais. dans Parce le que monde, quoi. t'interagis pas pareil et le public interagit pas pareil. Ah, puis tu touches une autre cible aussi. Enfin, moi, une fois, j'ai fait Ouais. du street art, une fois dans ma vie et en fait, tu avais les passants qui passaient, Ouais. oui, les passants qui passaient et c'est pas du tout les mêmes personnes, qui, vont voir ton travail que celles qui sont sur les réseaux, quoi, clairement, Ouais, c'est vrai, ouais. donc c'est intéressant. Puis c'est intéressant de voir comment ton travail vit, dans la rue, par exemple, ou dans un espace donné. Hem, ouais. Ouais, c'est chouette. En tout cas, c'est des idées intéressantes. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre dont tu voudrais nous parler qu'on a peut-être, pas pensé à que j'ai pas Je pensé à te demander, peut-être? je crois pas. Je voulais te remercier encore une fois, pour tout ce que tu fais parce que c'est pas facile, je trouve, quand tu as pas fait une école d'illustration et même sans école d'illustration, parce que je me rends compte qu'il y a plein de trucs qu'on n'apprend pas en école du tout. C'est pas facile de se lancer dans ce milieu, donc je trouve que les ressources que tu mets en ligne, tout le contenu que tu mets en ligne, c'est super et je te l'avais déjà dit, mais moi, c'est comme ça que j'ai commencé au tout début, avec son petit kit de l'illustratrice organisée. Qui Donc, existe toujours, ouais, qui est toujours d'actualité comme ça. version Donc, 2025. merci pour ça. Bah, merci à toi. Écoute, je te souhaite, une bonne continuation et puis, au plaisir de te suivre sur les réseaux, de suivre tes différents projets et j'espère que tu auras l'occasion d'apposer ton travail, dans le monde réel comme tu le souhaites. En tout cas, hâte Affaire à de suivre suivre. tout ça. Merci beaucoup, Elodie. À bientôt, bye bye. J'espère que cette interview vous a plu. En tout cas, moi, ce que j'adore dans ces entretiens, c'est que je découvre toujours de nouvelles facettes des illustrateurs et illustratrices que je suis pourtant depuis un certain temps. Et je trouve ça fou, ce réflexe de mettre les gens dans des cases, alors que nous, artistes, on le sait, on fait plein de choses, on est plein de choses à la fois. On est multifacettes, mais qu'on le veuille ou non, on a toujours tendance à placer les gens qu'on suit sur les réseaux dans des tiroirs et à passer à côté de beaucoup de choses. Mais c'est humain, on est tous très complexes, mais on a tous besoin de voir les autres simplement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Clémence a un univers hyper riche à partager, que ce soit en illustration, en graphisme, en direction artistique et à travers tous ses différents projets. Et c'est hyper intéressant de l'avoir déployé tous ses talents sur ces différents supports. J'ai adoré l'idée de s'autoriser à répondre à un certain nombre de projets sociaux par an pour créer une balance entre les projets bien rémunérés qui nous permettent de vivre de notre activité et d'autres projets qui le sont moins mais qui nous tiennent à cœur. Encore un grand merci à Clémence pour sa disponibilité et qui a notamment accepté de réenregistrer cet épisode une deuxième fois suite à un bug technique. Donc merci à toi Clémence. En tout cas, moi j'ai adoré notre échange qui aurait pu encore durer des heures. Quoi qu'il a duré des heures. Voilà, merci du fond du cœur. Merci à vous également de l'avoir regardé ou en tout cas de l'avoir écouté sur mon podcast. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode d'Illustration de podcast. Prenez soin de vous. Bye bye.